Le 25 septembre 1066, à l'aube, Harald Hardrada, le roi de Norvège âgé de 51 ans, se réveilla avec le sentiment d'être à quelques heures de devenir l'homme le plus puissant d'Europe. Autour de lui, ses guerriers vikings préparaient ce qui devait être une simple collecte d'otages et de tribus près du village de Stamford Bridge, dans le Yorkshire. Rien ne laissait présager que dans quelques heures, un empire millénaire allait s'écrouler et que la dernière grande armée viking de l'histoire disparaîtrait presque entièrement de la surface de la Terre. Harald n'était pas n'importe qui. Surnommé Hardrada, le dirigeant impitoyable, il avait passé sa jeunesse en exil, servant comme mercenaire à Kiev, puis dans la garde varangienne de l'empereur byzantin. Il avait combattu en Sicile, en Bulgarie, peut-être même fait un pèlerinage à Jérusalem. À 15 ans déjà, il s'était battu aux côtés de son demi-frère, le roi Olaf II, dans la bataille de Stiklestad. Quand Olaf était tombé, Harald avait fui vers l'Est, accumulant richesses et expérience militaire pendant 15 ans. Revenu en Norvège en 1045, il avait unifié le royaume par la force, écrasant les petits chefs locaux qui osaient défier son autorité. Pendant 20 ans, il avait tenté de conquérir le Danemark, sans succès. Mais l'Angleterre, c'était différent. L'Angleterre était à sa portée. Tout avait commencé par la mort d'un vieil homme pieux. Le 5 janvier 1066, Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, s'éteignait sans laisser d'héritier direct. Le lendemain, le Witan, l'assemblée des nobles anglais, élisait Harold Godwinson, comte de Wessex, pour lui succéder. Cette décision allait déclencher l'une des années les plus sanglantes de l'histoire européenne. Harald Hardrada revendiquait le trône anglais par un accord étrange conclu en 1041 entre Magnus le Bon et Harthacnut. Selon cet accord, les deux rois sans enfants s'étaient mutuellement désignés comme héritiers. Quand Magnus avait hérité du Danemark après la mort d'Harthacnut, Harald, en tant qu'oncle et co-roi de Magnus, affirmait avoir également hérité des droits sur l'Angleterre. C'était un prétexte juridique fragile, mais Harald n'avait jamais eu besoin de justifications solides pour faire la guerre. Plus important encore, il avait un allié inattendu en Angleterre même. Tostig Godwinson, le propre frère d'Harold, avait été chassé de son comté de Northumbrie en 1065 après une rébellion de ses sujets. Rongé par la haine et la soif de vengeance, Tostig avait cherché des alliés pour renverser son frère. Il avait trouvé en Harald Hardrada l'homme qu'il cherchait. En septembre 1066, Harald débarqua sur les côtes anglaises avec une flotte de 300 navires transportant environ 11 000 hommes. C'était la plus grande armée d'invasion que l'Angleterre ait vue depuis des décennies. Les dracars norvégiens remontèrent l'estuaire de l'Humber, puis la rivière Ouse, leurs proues sculptées de dragons semant la terreur sur leur passage. L'objectif était York, la deuxième ville du royaume d'Angleterre et l'ancien cœur du pouvoir viking dans le nord. Mais Harald n'avait pas compté sur la résistance locale. Le 20 septembre, les comtes Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie rassemblèrent leurs forces pour l'affronter à Fulford, juste au sud d'York. La bataille de Fulford fut un massacre. Les Anglo-Saxons chargèrent avant que Harald ne puisse déployer complètement ses forces, frappant l'aile droite norvégienne, ses guerriers les moins expérimentés. Pendant un moment, il sembla que les jeunes comtes pourraient réaliser l'impossible. Mais Harald n'était pas devenu roi en perdant face à des adversaires inférieurs. Les troupes anglaises plus faibles furent repoussées dans les marécages boueux qui bordaient le champ de bataille. La victoire norvégienne fut totale. Les comtes Edwin et Morcar s'enfuirent, laissant derrière eux des centaines de morts dans les fossés remplis d'eau. La chronique anglo-saxonne rapporte que beaucoup d'anglo-saxons se noyèrent dans un fossé qui longeait la route d'York. Le chemin vers York était ouvert. La ville se rendit sans résistance, ses habitants préférant négocier plutôt que subir le sort de Fulford. Harald prit des otages et des provisions, mais au lieu de fortifier sa position, il commit une erreur qui allait lui coûter la vie. Confiant dans sa victoire, Harald divisa ses forces. Il renvoya environ un tiers de ses effectifs, près de 5 000 hommes, pour garder ses navires à Riccal, à 30 km de là. Avec les 8 000 hommes restants, il se dirigea vers Stamford Bridge, un petit village à 20 km à l'est d'York, où les autorités locales devaient lui livrer des otages supplémentaires et des tributs.
C'était une journée inhabituellement chaude pour un mois de septembre anglais. Contre les protestations de Tostig qui l'avertissaient qu'abandonner les armures en territoire ennemi était de la folie, Harald autorisa ses guerriers à marcher sans leurs lourdes cottes de mailles. Ils ne gardèrent que leurs casques, leurs boucliers et leurs armes. La marche de 15 miles vers Stamford Bridge prit près de 5 heures sous le soleil brûlant. Les hommes d'Harald étaient de bonne humeur. Ils avaient écrasé la seule armée du nord de l'Angleterre, festoyé toute la nuit et ne faisaient maintenant face qu'à ce qui semblait être une collecte cérémonielle de tribut. Aucun éclaireur ne fut envoyé en avant. Pourquoi l'aurait-il été? Le grand Harald Hardrada avait conquis des territoires bien plus dangereux, avec bien moins de raisons d'être confiant. Pendant que Harald savourait sa victoire dans le nord, le roi Harold Godwinson faisait face à un dilemme terrible dans le sud. Il attendait l'invasion normande de Guillaume le Conquérant, mais l'invasion viking l'obligeait à prendre une décision cruciale: rester dans le sud pour affronter Guillaume ou marcher vers le nord pour écraser Harald. Harold apprit l'invasion norvégienne le 15 septembre alors qu'il se trouvait à Londres. Sa décision fut rapide et audacieuse. Estimant que les tempêtes d'automne retarderaient Guillaume, il rassembla ses huskarls, ses gardes d'élite et autant de thegns qu'il put réunir. Le 16 septembre, il quitta Londres pour une marche forcée vers le nord qui allait entrer dans la légende. Voyageant jour et nuit, Harold couvrit les 290 km entre Londres et York en seulement 4 jours. Ses messagers galopaient en avant, avertissant les seigneurs locaux de son arrivée et du besoin de rassembler des troupes substantielles pour affronter les Vikings. Le 24 septembre au matin, Harold arriva à York. La ville venait d'être libérée et les survivants de Fulford se joignirent à son armée. Il découvrit rapidement que la plupart des Norvégiens s'étaient dirigés vers Stamford Bridge, où des otages de tout le comté devaient leur être livrés. Harold sourit. Harald Hardrada ne s'attendait pas à le voir à Stamford Bridge. Cela lui donnait l'opportunité de planifier une attaque surprise. Le 25 septembre au matin, alors que Harald et ses hommes traversèrent le pont de bois sur la rivière Derwent et se positionnaient sur la rive nord-ouest, un nuage de poussière apparut à l'horizon ouest. Au début, Harald et Tostig supposèrent qu'il s'agissait du groupe d'otages de York, peut-être accompagnés de dignitaires locaux venus rendre hommage à leur nouveau seigneur norvégien. Mais à mesure que la force se rapprochait, quelque chose changea. Les écrivains de saga ont capturé ce moment avec une précision hantante. Leurs armes brillantes scintillaient comme un champ de glace brisé. Ce n'étaient pas des otages. C'était une armée. Harald Hardrada avait environ 6000 hommes avec lui à Stamford Bridge, décontractés, ayant laissé une partie de leur équipement dans les bateaux sans même d'avant-poste. Il attendait les otages et les tribus, fruit de sa victoire. L'attaque anglaise fut une surprise totale. L'armée anglaise de 3000 à 8000 hommes s'approcha rapidement venant de l'ouest, cachée à la vue des Vikings par une crête. La rivière Derwent, franchissable uniquement par le pont, isolait un petit contingent campé à l'ouest du corps principal des Vikings, situé à environ 1 kilomètre à l'est, au-delà du pont. Le piège se refermait. Avant que le carnage ne commence, il y eut un moment d'humanité au milieu de toute cette folie. Selon la saga d'Harald Hardrada de Snorri, 20 cavaliers anglais s'approchèrent des positions norvégiennes pour délivrer un message. « Est-ce que le comte Tostig est dans cette armée » cria l'un des cavaliers. « Ce fait ne peut être caché, répondit Tostig. Tu peux le trouver ici. » L'un des cavaliers dit « Ton frère Harold t'envoie ses salutations et avec cela une promesse de paix et tout le Northumberland. Et plutôt que de t'avoir absent de sa compagnie, il te donnera un règne conjoint avec lui sur un tiers de son royaume. » Tostig demanda ce que son frère Harold était prêt à donner à Harald Hardrada pour sa peine. Le cavalier répondit « 7 pieds de terre anglaise, car il est plus grand que les autres hommes », sous-entendant que Harald et son armée seraient tués et enterrés sur le sol anglais. Puis il retourna vers l'armée saxonne. Harald fut impressionné par l'audace du cavalier et demanda à Tostig qui il était. Tostig répondit que le cavalier était Harold Godwinson lui-même. Harald envisagea de battre en retraite vers Rickhall, mais décida de se battre quand même, car il craignait que les huskarls n'attaquent de flanc rapidement. Il avait aussi pu penser qu'Harold avait envoyé assez d'hommes pour prendre des points cruciaux pour traverser le Derwent, bloquant toute retraite. La négociation était terminée. La bataille pouvait commencer.
Il y avait des avant-postes de l'armée viking sur la rive ouest de la rivière, et ils se précipitèrent pour empêcher les hommes du roi Harold de traverser le pont, tandis qu'Harald Hardrada envoyait des messagers à son subordonné, Eystein Or, pour faire venir la réserve gardant les navires à Riccal aussi vite que possible. Les Saxons balayèrent les avant-postes vikings sur la rive ouest de la rivière Derwent avant d'avancer sur le pont qu'ils devaient traverser pour attaquer l'armée viking principale qui se rassemblait frénétiquement sur la rive opposée. C'est alors qu'un seul homme changea le cours des événements pendant quelques heures cruciales. Un Norvégien anonyme tint le pont à lui seul jusqu'à ce qu'il soit poignardé par en dessous des planches du pont avec une longue lance. Le passage du roi Harold à travers le pont fut retardé pendant un certain temps par un seul berserker viking qui abattit tous les Saxons tentant de le dépasser. Le berserker fut finalement neutralisé par un Saxon qui manœuvra un baquet sous le pont et transperça le viking à travers un trou dans le passage, permettant à l'armée saxonne de se déverser à travers le pont et d'attaquer l'armée d'Harald Hardrada non préparée. Ces précieuses minutes permirent à Harald de rassembler ses forces et de former une ligne de défense. Mais il était déjà trop tard. Hardrada et Tostig eurent juste le temps de former une ligne de défense avec leurs hommes les mieux armés le long d'une crête, à environ 300 mètres au sud-est du Derwent. Les Nordiques formèrent un mur de boucliers en forme de triangle, pour présenter un front étroit. C'était une formation classique viking, conçue pour concentrer la puissance de frappe tout en minimisant les pertes face à un ennemi supérieur en nombre. Mais les Vikings avaient un désavantage crucial. Ils avaient le désavantage d'un armement partiel, mais étaient plus frais que les Anglais qui venaient de parcourir une vingtaine de kilomètres. Les Anglo-Saxons passèrent alors la rivière et chargèrent vainement la position viking en plusieurs rangs. Les Vikings chargèrent à leur tour depuis la crête, s'enfonçant en coin dans les rangs ennemis qui, de manière classique, reculèrent au centre, aspirant l'ennemi dans une poche où il se retrouva assailli de tous côtés. Pendant un moment, il sembla que l'expérience et la férocité viking pourraient l'emporter. Harald Hardrada menait la charge depuis l'avant, son épée tranchant dans les rangs anglais comme un fléau. Les Saxons martelèrent le mur dans un combat corps à corps féroce qui dura toute la journée. Puis, au milieu de l'après-midi, tout bascula. Le légendaire Harald Hardrada fut abattu par un projectile saxon. Une flèche lui transperça la gorge. Car la journée étant chaude, les Vikings avaient laissé leur cotte de mailles dans leurs navires. Le roi qui avait terrorisé l'Europe pendant 20 ans s'effondra, son sang rougissant la terre anglaise. Puis Tostig tomba à son tour. Les deux leaders de l'invasion étaient morts. Le comte Tostig tenta vainement de rallier les hommes démoralisés, mais la résistance nordique s'effrita et la bataille devint une déroute. Sans leur chef, les Vikings commencèrent à reculer, leur formation triangulaire se désintégrant sous la pression anglaise. Mais l'histoire n'était pas terminée. Bien que leur chef ait péri, les Vikings poursuivirent le combat en situation d'infériorité. Eystein Or rejoignit alors le champ de bataille avec le contingent viking de Riccal. Eystein lança une contre-attaque vicieuse qui fit un lourd tribut à l'armée anglaise fatiguée. Leur contre-attaque, décrite dans la tradition norvégienne comme l'orage d'or, repoussa brièvement l'avance anglaise. Pendant quelques minutes terrifiantes, il sembla que la bataille pourrait encore basculer. Les renforts vikings étaient frais et entièrement armés pour le combat. Ils frappèrent les lignes anglaises fatiguées avec une fureur désespérée, sachant que c'était leur dernière chance. Mais ces troupes venaient de faire une marche forcée de 30 kilomètres sous une canicule exceptionnelle. Certains de ces hommes s'effondrèrent et moururent d'épuisement en atteignant le champ de bataille. Épuisées, elles finirent par être repoussées, entraînant l'effondrement de l'armée viking. Quand Eystein fut à son tour tué, l'armée norvégienne se brisa et se dirigea vers la sécurité de ses navires, moment où un grand massacre s'ensuivit. Ce qui suivit ne fut plus une bataille, mais un carnage. Les Vikings s'enfuirent, poursuivis jusqu'à leur flotte à Riccal. Les Anglo-Saxons, galvanisés par leur victoire, poursuivirent l'ennemi en déroute sans pitié. Comme le rapportent les chroniques, poursuivis par l'armée anglaise, certains des Norvégiens en fuite se noyèrent en traversant les rivières. Tant moururent dans une zone si petite que le champ fut dit avoir été encore blanchi par des os blanchis 50 ans après la bataille. Selon la chronique anglo-saxonne, les pertes subies par les Norvégiens furent si sévères que des 300 navires de leur flotte, 24 suffirent à rembarquer les survivants. D'une armée de 11 000 hommes,
Peut-être seulement 1000 survécurent pour rentrer en Norvège. Harold accepta une trêve avec les Norvégiens survivants, y compris le fils d'Harald, Olaf et Paul Thorfinnsson, comte des Orcades. Parmi les survivants se trouvait aussi la reine Eilsif, la fille et le fils d'Harald qui retournèrent en Norvège. Stamford Bridge fut le dernier acte de l'ère viking, car celle d'Harald III Hardrada était la dernière grande armée viking formée. Stamford Bridge mit fin à la longue menace viking sur l'Angleterre. En une seule journée, une civilisation guerrière millénaire avait perdu sa dernière grande armée. Les Vikings, qui avaient terrorisé l'Europe pendant 3 siècles, avaient été écrasés par un roi anglo-saxon déterminé en quelques heures de combat brutal. Bien que les Vikings aient finalement été vaincus, les deux camps subirent de lourdes pertes. Environ 6000 de l'armée d'invasion furent tués, tandis qu'environ 5000 des hommes d'Harold moururent. La victoire d'Harold était complète, mais son armée était épuisée et diminuée. Harald Hardrada, le dernier des grands rois vikings, était mort. Avant la bataille, Harold avait juré que le chef nordique n'obtiendrait que 7 pieds de terre anglaise pour son invasion, et il tint son serment, bien que les restes d'Harald furent plus tard ramenés en Norvège. Mais l'ironie du destin n'avait pas terminé son œuvre cruelle. Tandis que Harold était occupé à combattre les Vikings dans le nord de l'Angleterre, Guillaume le Conquérant était en route vers le sud de l'Angleterre avec son armée normande. Les forces victorieuses d'Harold étaient encore dans le nord à célébrer leur victoire à Stamford Bridge quand les Normands débarquèrent dans le Sussex le 29 septembre. En apprenant le débarquement de Guillaume de Normandie dans le Sussex, Harold dut ramener ses troupes diminuées vers le sud à marche forcée. Il fut à son tour vaincu et tué le 14 octobre à Hastings. La victoire de Stamford Bridge, qui aurait dû être le triomphe de Harold, devint indirectement la cause de sa perte. Si Harold n'avait pas été forcé de laisser le débarquement de Guillaume sur la côte sud sans opposition, puis de l'affronter avec une armée qui avait probablement subi des pertes importantes, était mal préparée et fatiguée, alors le résultat aurait pu être très différent. La disparition de 10 000 Vikings en quelques heures à Stamford Bridge marqua plus qu'une simple défaite militaire. Elle symbolisa la fin d'une époque entière. Les Vikings n'avaient pas disparu soudainement. Leur intégration progressive dans les sociétés européennes marqua la fin de leur identité distincte. Les monarchies se centralisaient en Europe occidentale, ce qui leur permettait de mieux contrôler leur économie, leur armée, et donc mieux se défendre face aux raids vikings. En Scandinavie, cette transformation fit muter l'aristocratie scandinave et transforma les chefs de clan en barons qui entretenaient des domaines et ainsi n'avaient plus d'intérêt à se joindre à de nouveaux raids. Mais cette stabilité politique nouvellement acquise était devenue possible grâce à une chose, la christianisation. C'était très certainement l'un des plus grands bouleversements que connaissait le monde scandinave et qui allait jouer le plus dans la disparition des Vikings. Les colonies vikings du Groenland continueraient d'exister pendant encore 4 siècles, mais elles aussi finiraient par disparaître. Au XVe siècle, les Vikings du Groenland disparurent pour des raisons qui restèrent mystérieuses. Changement climatique, effondrement économique dû à la chute du prix de l'ivoire de morse ou combinaison de facteurs. Les Vikings de Stamford Bridge emportèrent avec eux dans la mort bien plus que leur vie. Ils emportèrent un mode de vie, une vision du monde, une culture guerrière qui avait façonné l'Europe pendant des siècles. Leur expansion et leur capacité à s'adapter à chaque nouvel environnement avaient été impressionnantes. Même si au final l'impact des Vikings fut assez limité sur le temps long. Avec cette assimilation, ils se sont peu à peu effacés, conduisant à ce qu'ils soient en partie oubliés pendant des siècles, subsistant uniquement une vision biaisée de païens sanguinaires. Mais leur héritage perdura. C'était notamment grâce à eux que des régions encore inexplorées furent peuplées grâce à la colonisation viking, comme en Islande, au Groenland, les îles Féroé et évidemment le Vinland en Amérique du Nord. Ils avaient ouvert des routes commerciales, fondé des villes, influencé les langues et les cultures de l'Islande à la Russie. Le soir du 25 septembre 1066, tandis que le soleil se couchait sur les champs de Stamford Bridge, un silence étrange s'abattit sur le Yorkshire. Les corbeaux festoyaient, les loups hurlaient au loin, mais les cris de guerre vikings ne retentiraient plus jamais sur le sol anglais. Dans les fermes norvégiennes, des femmes attendraient en vain le retour de leurs maris et de leurs fils. Des enfants grandiront sans jamais connaître leur père, partis chercher gloire et richesse en Angleterre.
Des vieillards continueront à raconter les exploits d'Harald Hardrada autour des feux de cheminée, mais ces récits deviendront progressivement des légendes, puis des mythes. L'âge des Vikings était terminé. En une seule journée sanglante, 10 000 guerriers du Nord avaient disparu, emportant avec eux dans la mort un empire, une culture et le rêve millénaire de domination scandinave sur l'Europe. La roue de l'histoire avait tourné. Guillaume le Conquérant franchirait bientôt la Manche, apportant avec lui une nouvelle ère, celle de la domination normande. Mais les Normands eux-mêmes étaient les descendants de Vikings qui s'étaient installés en France 2 siècles plus tôt. En un sens, les Vikings n'avaient pas totalement perdu, ils avaient simplement changé de visage. Le dernier des grands rois vikings reposait maintenant sous la terre anglaise qu'il avait voulu conquérir. Son rêve d'empire s'était éteint avec lui, mais son nom, Harald Hardrada, résonnerait à travers les siècles comme celui du dernier géant d'une époque révolue. Dans les sagas qui seraient écrites plus tard, les bardes scandinaves chanteraient la gloire d'Harald, mais ils chanteraient aussi sa chute, car Stamford Bridge ne fut pas seulement la fin d'une armée ou d'un roi. Ce fut la fin d'un rêve qui avait animé les peuples du Nord pendant des siècles, celui de conquérir le monde par l'épée et la hache de guerre. L'ampleur exacte de la catastrophe qui frappa les Vikings à Stamford Bridge reste l'un des mystères les plus débattus de l'histoire médiévale. Les sources varient considérablement sur le nombre exact d'hommes qui périrent ce jour-là, mais toutes s'accordent sur l'ampleur du désastre. Selon la chronique anglo-saxonne, Harald Hardrada avait assemblé une flotte de 300 navires pour envahir l'Angleterre. Snorri Sturluson, dans sa saga du roi Harald, précise qu'il avait plus de 200 navires, sans compter les navires de ravitaillement et les plus petites embarcations. Combiné avec les renforts récupérés dans les Orcades, l'armée norvégienne comptait très probablement entre 11 000 et 12 000 hommes. De cette force massive, environ un tiers, quelques 4 000 hommes, étaient restés pour garder les navires à ricales. Cela signifie qu'Harald marcha vers Stamford Bridge avec approximativement 8 000 guerriers. Ajoutez à cela les forces recrutées par Tostig en Flandre et en Écosse, et le nombre total de Vikings présents sur le champ de bataille se rapproche effectivement des 10 000 hommes. Quand les survivants rembarquèrent, seuls 24 navires sur les 300 de la flotte originale étaient nécessaires pour les ramener en Norvège. Si l'on considère qu'un drakkar transportait en moyenne 40 à 50 hommes, cela représente moins de 1200 survivants pour une force d'invasion qui comptait initialement plus de 11 000 hommes. Les récits contemporains de la bataille révèlent l'horreur de ce qui se déroula à Stamford Bridge. Un moine de l'abbaye de Saint-Alban écrivit « Le carnage fut si grand que les champs restèrent jonchés d'ossements pendant des décennies. Les fermiers trouvaient encore des casques et des épées rouillées dans leurs sillons 50 ans après la bataille. » Un autre chroniqueur nota « Tant de sang fut versé que la rivière d'Erwen coula rouge jusqu'à la mer. » Les loups et les corbeaux se rassemblèrent de tout le Yorkshire pour festoyer sur les cadavres des envahisseurs du Nord. Ces descriptions, bien qu'empreintes de l'exagération typique des chroniques médiévales, témoignent de l'ampleur exceptionnelle du massacre. Jamais auparavant une armée viking de cette taille n'avait été aussi complètement anéantie en si peu de temps. Comment expliquer qu'une armée de guerriers aguerris, menée par l'un des commandants les plus expérimentés de son époque, ait pu être si totalement détruite? Plusieurs facteurs convergent pour expliquer cette catastrophe militaire. D'abord, l'élément de surprise fut total. Harald Hardrada ne s'attendait absolument pas à voir une armée anglaise apparaître à Stamford Bridge. Ces hommes étaient dispersés, sans armure, dans un état d'esprit de célébration plutôt que de combat. Ensuite, la division des forces fut fatale. En laissant un tiers de son armée à Riccal, Harald affaiblit considérablement sa position tactique. Quand les renforts d'Eystein-Or arrivèrent enfin, ils étaient épuisés par leur marche forcée de 30 km et ne purent renverser le cours de la bataille. Le terrain joua également contre les Vikings. La rivière d'Erwan les divisa, les forçant à combattre de manière fragmentée. Le pont ne permettait pas de manœuvres tactiques complexes, et une fois leur formation initiale brisée, les Vikings ne purent se réorganiser efficacement. Enfin, la qualité de l'armée anglaise fut déterminante. Les Huscarls d'Harold étaient des guerriers professionnels, équivalents des Vikings en termes d'expérience et de férocité. Contrairement aux milices locales que Harald avait écrasées à Fulford, ces hommes savaient comment combattre des Vikings. La nouvelle de la victoire de Stamford Bridge se répandit comme un feu de forêt à travers l'Angleterre.
Pour la première fois depuis des siècles, une invasion viking majeure avait été complètement écrasée. Les cloches des églises sonnèrent, des messes d'action de grâce furent célébrées, et Harold Godwinson fut salué comme le sauveur du royaume. Mais cette euphorie fut de courte durée. 3 jours seulement après Stamford Bridge, le 28 septembre, Guillaume le Conquérant débarqua à Pevensey avec une armée de 7000 Normands. Harold, qui croyait avoir éliminé tous ses rivaux pour le trône, se retrouva face à un nouveau défi, peut-être plus redoutable encore que l'invasion viking. La marche forcée vers le sud épuisa encore davantage l'armée anglaise. Beaucoup d'hommes du Nord refusèrent de suivre Harold si loin de leur foyer, réduisant ses effectifs. Quand les deux armées se rencontrèrent à Hastings le 14 octobre, Harold ne disposait plus que d'environ 5000 hommes contre les 7000 de Guillaume. La fatigue, les pertes subies à Stamford Bridge et l'absence de nombreux nobles du Nord qui étaient morts ou blessés contribuèrent directement à la défaite anglaise à Hastings. En un sens, Harald Hardrada avait remporté une victoire posthume. Sa mort avait affaibli l'Angleterre au point de la rendre vulnérable à la conquête normande. La disparition de 10 000 Vikings en une seule journée eut des répercussions profondes dans toute la Scandinavie. La Norvège perdit une génération entière de guerriers expérimentés. De nombreuses familles nobles furent décimées, et le pays mit des décennies à se remettre de cette saignée démographique. Le fils d'Harald, Olaf Kyrre, qui avait survécu à la bataille, hérita d'un royaume appauvri et affaibli. Il abandonna les ambitions expansionnistes de son père et se concentra sur la consolidation interne et le développement du commerce. Sous son règne, la Norvège se tourna résolument vers l'Europe chrétienne et abandonna définitivement les traditions guerrières vikings. Le Danemark, rival traditionnel de la Norvège, profita de cette faiblesse pour réaffirmer sa domination sur la Baltique. Mais les Danois aussi avaient perdu des hommes à Stamford Bridge. Beaucoup de Vikings de l'armée d'Harald venaient du Danemark et d'autres régions scandinaves. Plus largement, la défaite de Stamford Bridge marqua la fin de l'unité viking. Les différents royaumes scandinaves se tournèrent vers leurs affaires intérieures et cessèrent de coopérer pour de grandes expéditions. L'âge des raids coordonnés et des invasions massives était révolu. Au-delà des pertes militaires, Stamford Bridge accéléra une transformation culturelle déjà en cours dans le monde scandinave. La christianisation qui progressait depuis le Xe siècle s'intensifia après la bataille. L'Église présenta la défaite d'Harald comme un châtiment divin pour ses crimes passés et son refus de se convertir sincèrement. Les missionnaires redoublèrent d'efforts pour convertir les populations restées fidèles aux anciens dieux. En Norvège, Olaf Kyrre encouragea activement cette évangélisation. Les valeurs guerrières traditionnelles furent progressivement remplacées par les idéaux chevaleresques chrétiens. Au lieu de chercher la gloire dans les raids et les pillages, les nobles scandinaves commencèrent à participer aux croisades, canalisant leur soif d'aventure vers des objectifs religieusement acceptables. Les skalds, les poètes de cour, cessèrent de composer des vers glorifiant les exploits guerriers païens pour se tourner vers la poésie religieuse et courtoise. Les sagas, qui immortaliseraient plus tard les héros vikings, ne furent écrites qu'au XIIe et XIIIe siècle, quand cette culture était déjà morte. Stamford Bridge ne marqua pas immédiatement la fin de toute activité viking. Des raids sporadiques continuèrent pendant encore quelques décennies, notamment depuis l'Irlande et les îles écossaises, où des communautés vikings gaéliques subsistaient. En 1069, les fils de Harald Hardrada tentèrent une nouvelle invasion de l'Angleterre, mais elle échoua piteusement. En 1085, le roi danois Canute IV prépara une dernière grande expédition contre l'Angleterre normande, mais il fut assassiné avant qu'elle ne puisse avoir lieu. Ces tentatives tardives ne firent que souligner la différence avec l'époque d'Harald Hardrada. Elles manquaient de l'ampleur, de l'organisation et de l'élan qui avaient caractérisé les grandes invasions vikings. Le monde avait changé, et les Vikings n'arrivaient plus à s'adapter à cette nouvelle réalité. La dernière action militaire véritablement viking eut lieu en 1171, quand les derniers descendants des Vikings de Dublin furent écrasés par les Normands hiberno-anglais. Même en Islande, pourtant isolée et indépendante, les anciennes traditions s'estompèrent progressivement au profit des influences continentales européennes. Un aspect fascinant de Stamford Bridge concerne le sort des survivants vikings. Qui étaient ces hommes qui réussirent à échapper au massacre et à regagner la Norvège? Comment vécurent-ils avec le souvenir de cette défaite catastrophique?
Les sources islandaises suggèrent que beaucoup de survivants furent traumatisés par leur expérience. Certains se retirèrent dans des monastères, d'autres devinrent termites. Un petit nombre rejoignit la garde varangienne de Constantinople, perpétuant la tradition viking au service de l'empereur byzantin. Olaf, le fils d'Harald, devint l'un de ces survivants marqués à vie. Surnommé Kyrre, le paisible, il régna pendant 26 ans sans jamais mener une seule campagne militaire d'envergure. Cette transformation radicale d'un prince élevé dans la tradition guerrière viking illustre l'impact psychologique profond de Stamford Bridge. Les récits de survivants, transmis oralement puis couchés par écrit dans les sagas islandaises, contribuèrent à forger l'image légendaire d'Harald Hardrada. Paradoxalement, sa défaite grandit sa réputation. Il devint le dernier héros d'un âge héroïque révolu. Malgré l'abondance relative des sources, plusieurs mystères entourent encore la bataille de Stamford Bridge et la disparition des 10 000 Vikings. Pourquoi Harald Hardrada, commandant expérimenté, commit-il autant d'erreurs tactiques? Certains historiens suggèrent qu'il était malade ou vieillissant, ce qui expliquerait ses décisions discutables. D'autres pensent qu'il sous-estimait complètement Harold Godwinson, le considérant comme un usurpateur sans légitimité. Que contenait exactement le message qu'Harold envoya à son frère Tostig avant la bataille? Les sources ne rapportent que les grandes lignes de cette négociation, mais il est probable que des éléments plus personnels furent échangés entre les deux frères. Combien de Vikings réussirent réellement à s'échapper? Le chiffre de 24 navires survivants pourrait être symbolique plutôt que littéral. Des recherches archéologiques modernes dans la région de Stamford Bridge ont révélé des traces de campements vikings bien plus étendues que ne le suggèrent les sources écrites. Les fouilles menées à Stamford Bridge et dans ses environs depuis le XXe siècle ont apporté un éclairage nouveau sur la bataille. En 1999, des archéologues ont découvert une fosse commune contenant les restes de plusieurs dizaines d'hommes morts de blessures violentes, datant du XIe siècle. L'analyse des ossements a révélé des détails saisissants sur le combat. Beaucoup d'hommes présentèrent des blessures multiples, suggérant un combat acharné et prolongé. La présence d'objets scandinaves dans la fosse confirme qu'il s'agit bien de Vikings tombés à Stamford Bridge. Des détecteurs de métaux ont également permis de retrouver des centaines d'objets métalliques datant de l'époque. Pointes de flèches, fragments d'épées, éléments de harnachement. La distribution de ces objets sur plusieurs kilomètres carrés témoigne de l'étendue du champ de bataille et de la poursuite qui suivit la déroute viking. En 2019, une découverte particulièrement émouvante fut faite. Un casque viking presque intact, portant des traces de coups mortels. L'objet fut trouvé dans un champ à 3 km de Stamford Bridge, sur la route présumée de la fuite vers Rickhall. Le 25 septembre 1066, en quelques heures de combat brutal, 10 000 Vikings disparurent de la surface de la Terre. Avec eux s'éteignit un rêve millénaire de domination nordique sur l'Europe. Harald Hardrada, le dernier des grands rois vikings, tomba sur le sol anglais qu'il avait voulu conquérir, emportant dans la mort l'âge héroïque de son peuple. Cette disparition massive ne fut pas qu'un accident de l'histoire. Elle marqua la fin d'une époque où de petites bandes de guerriers audacieux pouvaient terroriser des royaumes entiers et bâtir des empires par la seule force de leurs épées. Le monde changeait, se structurait, se christianisait. Les grandes invasions barbares appartenaient désormais au passé. Pourtant, les Vikings ne disparurent pas complètement. Ils évoluèrent, s'adaptèrent, se transformèrent. Les Normands qui conquirent l'Angleterre 3 semaines après Stamford Bridge descendaient de Vikings installés en France. Les rois de Russie avaient des ancêtres varegs. L'Islande perpétua la tradition des sagas. Le Groenland resta viking pendant encore 4 siècles. Mais jamais plus 300 dracars ne traverseraient les mers pour porter la terreur viking en terre étrangère. Jamais plus 10 000 guerriers du Nord ne débarqueraient sur une côte européenne au cri de « Thor nous aide ». Cette époque était révolue, emportée par le vent de l'histoire dans les champs ensanglantés du Yorkshire. Le jour où 10 000 Vikings disparurent en 1 heure fut le jour où le monde médiéval bascula définitivement vers une nouvelle ère. Une ère où la force brute ne suffisait plus, où l'organisation l'emportait sur l'audace, où les royaumes centralisés triomphaient des bandes de guerriers. Harald Hardrada fut le dernier géant d'un monde qui se mourait. Sa chute marqua la fin des Vikings et l'aube d'une Europe nouvelle.